collègues, tout d'abord à l'attention de M. Decroix. En ce qui concerne les entreprises publiques, force est de constater que jusqu'à la vente apparemment programmée de Belgacom et de Bipost, vos ambitions sont bien maigres quand elles ne sont pas inquiétantes ou floues. À la lecture des mesures énoncées, nous en avons distingué trois catégories. Première catégorie, les mesures concrètes, mais qui existent déjà. Par exemple, quand vous annoncez la fin d'une ingérence supposée dans les décisions commerciales et stratégiques des entreprises, ou encore la limitation de la responsabilité du ministre de tutelle au contrôle du respect de la loi et au suivi du contrat de gestion. Vous ne faites rien d'autre que de respecter et de paraphraser la loi actuelle. Quant au principe de bonne gouvernance et la sélection des membres du comité de direction, vous ne faites que rappeler des principes déjà inscrits dans la réalité par vos prédécesseurs. Vous qui souhaitez à tout prix réduire la consommation du papier dans l'administration, voilà quelques pages inutiles dont les forêts auraient certainement pu se passer. J'en viens à la deuxième catégorie, les mesures concrètes, mais initiées ou proposées par le Parti socialiste. Je pense à la rémunération variable liée aux objectifs de service public, à la création d'un centre d'entreprise au sein de la Société fédérale de participation et d'investissement, à la réforme plus transparente de la structure de la SNCB, à la charte de l'administrateur ou encore à la nomination des CEO. Sur ce point, je vous signale que la procédure que vous proposez est exactement celle qui a été suivie sous la responsabilité d'un ministre socialiste pour la nomination des nouveaux CEO de Bipost et de Belgacom. Je suis heureux que nous partagions cette vision. Je suis heureux de voir que vous érigez cette procédure au rang de meilleure pratique. Il aura donc fallu, chers collègues, attendre que nous soyons dans l'opposition pour voir certains de nos anciens partenaires lever leurs oppositions à nos propositions. D'aucuns y verraient un triste jeu de politique politicienne, mais je suis un être résolument positif et optimiste. Je préfère y voir un hommage à M. Magnette et Labi. Je vous en remercie pour eux. Et puis, vient la troisième catégorie, celle des propositions floues et inquiétantes. L'annonce d'une soi-disant modernisation du service universel en est le parfait exemple. Le principe de transparence, déjà remis en cause hier, mais auquel vous prétendez tenir, est forcément vide de sens, s'il n'est pas suivi de mesures claires, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un principe qui garantit l'accès pour tous aux services de base de notre société. Alors ma question est la suivante. En modernisant le service universel dans une logique toute libérale, dont vous vous revendiquez pleinement, peut-on vraiment croire que celui-ci en sortira renforcé? Chers collègues, poser la question, n'est-ce déjà pas un peu y répondre? Mais la véritable volonté du gouvernement Michel de Wever doit se lire à travers une conception idéologique de notre société, celle que seul le marché serait apte à répondre aux exigences de l'intérêt général. C'est dans cette logique que, sans penser à l'intérêt général, ce gouvernement souhaite dans un premier temps soumettre les entreprises publiques aux seules règles du marché et de la concurrence et dans un second temps, c'est vrai, les vendre. Ce sera donc une décision purement idéologique d'affaiblissement de l'État qui, par ailleurs, plaira également à ceux du gouvernement qui veulent voir disparaître les grands symboles nationaux. Ce faisant, votre gouvernement kamikaze privera non seulement l'État de ses moyens de correction des dérives du libéralisme, mais l'empêchera également de mener dans ces secteurs toute nouvelle politique ambitieuse. Si ce gouvernement ne retrouve pas rapidement un minimum de raison, cet aveuglement idéologique nuira gravement à l'intérêt général. Avant de vous décider à vendre ou non les entreprises publiques une à une, permettez-moi de vous poser, Monsieur le Ministre, quelques questions essentielles pour vous permettre de sortir un peu de cette logique. Une plus grande libéralisation est-elle véritablement dans l'intérêt des citoyens? Quelles seront les conséquences de ces privatisations sur le service universel et sur le climat social des employés de ces entreprises? Et finalement, le bénéfice à court terme qu'espère en retirer votre gouvernement compensera-t-il vraiment l'appauvrissement de l'État
sur le long terme. Chers collègues, à travers sa vision ultralibérale des entreprises publiques, le gouvernement s'inscrit dans la philosophie générale de son accord. Il propose pour nous un nivellement par le bas des services publics rendus à la population sans aucune contrepartie positive pour les citoyens et il jette une inquiétude vive parmi les travailleurs, parmi les milliers de travailleurs de ces entreprises publiques. Venons-en à présent à la SNCB, Madame la Ministre, Madame Galland, un seul chiffre, 2,128 milliards d'euros. C'est cela, la substantifique moelle, le cœur de votre ambition concernant la SNCB. 2,128 milliards d'euros d'économie. Madame la Ministre, je vous ai attentivement écouté ce matin à la radio. À vous entendre, c'est un peu Jacqueline au pays des merveilles. Vous compressez le budget de la SNCB, façon César, mais vous promettez que ça n'aura aucune, mais alors aucune incidence sur la qualité du service offert aux citoyens, ni même sur les conditions de travail des cheminots. Plus de 2 milliards d'économies. Je vais le dire en ancien franc, car vous ne semblez pas bien vous en rendre compte. Ce que votre gouvernement vous demande aujourd'hui, c'est d'économiser 80 milliards de francs belges. Alors de deux choses l'une. Soit vous mentez à la population, soit vous êtes la reine des magiciennes, soit vous ne connaissez pas encore la vérité des décisions prises. Votre solution miracle, je l'ai entendu ce matin à la radio, supprimer la gratuité des transports pour les parlementaires et les journalistes. C'est très bien, c'est très bien. Avec ça, on a tout de suite trouvé 80 milliards de francs belges, hein, tout de suite. Monsieur Chéron. Je pense, parce que j'ai aussi entendu Madame Galland ce matin qui, après avoir obtenu effectivement le poste de ministre, a obtenu un budget complètement dégradé et qui a trouvé la solution miracle, qui passe d'ailleurs par une réforme de la Constitution, qui serait de priver les parlementaires du laissez-passer sur les voies de chemin de fer. Je suppose qu'elle a fait un sondage dans le groupe libéral et qu'elle s'est dit qu'effectivement ça n'allait pas être très dommageable. Merci, Monsieur le Président. Vous devez le savoir et vous le voyez à l'ironie de vos collègues, ces mesures ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan. Au contraire de M. Cheron, je peux dire que nous sommes beaucoup de parlementaires libéraux réformateurs qui prenons le train au quotidien. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, après les parlementaires, les journalistes, c'est très bien, on évoque aussi la suppression des GoPass pour les jeunes de moins de 16 ans. Vous devez le savoir, Madame la Ministre, ces mesures ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan des économies que vous nous promettez. Aujourd'hui, il n'est plus question de botter en touche, de ne pas répondre clairement aux interrogations légitimes des parlementaires. Nous attendons des réponses claires et précises. Comment allez-vous réaliser ces économies? Aujourd'hui, ici au Parlement, malgré les 2 milliards d'économies, comme vous l'avez dit ce matin à la radio, garantissez-vous aux usagers et aux travailleurs l'amélioration de l'offre, du service aux voyageurs et de la ponctualité, le maintien des investissements en matière de sécurité du rail, le maintien et l'entretien des lignes C, c'est-à-dire tout simplement l'utilisation effective du réseau secondaire, des conditions de travail de qualité pour l'ensemble des cheminots, une solution durable pour la jonction Nord-Midi, clé de voûte du réseau, la modernisation et l'augmentation de la capacité du réseau, la mise en œuvre rapide et effective de l'exploitation du RER, d'où nous n'acceptons plus les reports incessants. Les Bruxellois et les navetteurs ont effectivement suffisamment attendu. Nous vous demandons également de garantir le développement du fret ferroviaire. Garantissez-vous tout ceci et surtout comment comptez-vous concrètement garantir ces investissements essentiels pour l'avenir du rail? Pour l'EPS, nous en sommes convaincus. En faisant de la réduction de la dette le nœud central de
de votre politique ferroviaire, vous redessinez clairement les contours des missions de la SNCB. Avec vous, ça sera effectivement, chers collègues, moins de trains, moins de gares desservies, moins de dessertes locales, moins d'investissements et donc moins de services publics, mais pour un prix bien plus cher pour les usagers. Là-dessus, déjà aujourd'hui, c'est clair, ça sera l'abandon du réseau secondaire, ça sera l'abandon des lignes, à vos yeux non rentables, mais pourtant tellement essentielles pour la mobilité durable, bien sûr, mais également, voire surtout, pour la mobilité de tous. Finalement, la SNCB, M. Jamard, c'était plutôt de la mise du budget dont on avait besoin. Votre volonté d'établir une offre de transport public intégrée ne dupe également personne. Ce n'est qu'un moyen supplémentaire de faire des économies en reportant les missions de service public de la SNCB sur le dos des sociétés de transport régionales. Quant à votre volonté d'imposer coûte que coûte un service minimum, vous connaissez notre différence fondamentale d'appréciation en la matière. En plus de supporter une diminution drastique du service, les citoyens vont en plus devoir passer à la caisse, car vous allez aussi introduire une plus grande liberté tarifaire. Je termine, Président. Comme dans les avions, comme dans les hôtels, comme les trains à grande vitesse. Vous vous en doutez, Madame la Ministre, le Parti socialiste sera extrêmement attentif au sort réservé à la CNCB et à ses missions fondamentales de service public, et soyez sûrs que ni les voyageurs, ni les travailleurs ne se satisferont d'une simple vision comptable pour un secteur aussi stratégique que la mobilité et singulièrement le chemin de fer. Monsieur le Président, je vous remercie pour ces quelques secondes de rabiot. Je sais que Madame Lallieu voulait parler du survol de Bruxelles, mais comme vous me les avez accordés, elle passera son tour un petit instant. Chers collègues, merci. Madame Galland, à tout bientôt. Merci, Monsieur Devin. Monsieur Flao. Oui, allô. Quand j'ai entendu la fin de l'exposé de Monsieur Devin, j'avais l'impression qu'il faisait plutôt le bilan de la politique merveilleuse en matière de chemin de fer des ministres Magnette et Labi. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions qui m'ont été posées. Je vais commencer par mon collègue Geerts. Par rapport à l'angle mort, c'est une très bonne idée. Et donc je pense que nous devrions revenir en commission là-dessus pour étudier cette proposition. Et vous le savez que dans l'accord du gouvernement, la priorité sera la diminution de 50% du nombre de tués d'ici à 2020 par rapport à 2010. Plus accentuer les contrôles par rapport à l'alcoolémie, à la drogue, et donc je prendrai contact très prochainement avec mon collègue de l'Intérieur pour voir comment on peut organiser tous ces contrôles sur le terrain. Par rapport au budget de la SNCB, het is inderdaad zo dat de NMBS groep de volgende jaren, en dit met horizon 2019, 2,1 miljard euro moet besparen. Belangrijk hierbij is om te vermelden dat nog de veiligheid, nog het personeel door deze besparingen zullen geraakt worden. Je pense que tout le monde devra faire des économies. Quand on a une dette de plus de 4 milliards, si vous comparez ça à un ménage où les dépenses sont supérieures aux recettes, à un moment il faut prendre des mesures. Je le répète en français, la sécurité restera une priorité. Venant de la région de Mons, suite à la catastrophe de Boisingen, il y a eu de nombreuses victimes dans ma région. Je peux vous dire que la sécurité sera vraiment une priorité. Le personnel sera évidemment sauvegardé. Il n'y aura pas de licenciement, ce n'est pas comme en région